moi, je suis devenu, bien que neurologue, un spécialiste des troubles d'apprentissage et, et non pas des troubles du neurodéveloppement, malgré le fait que dans mon titre, j'ai au dernier moment changé troubles d'apprentissage pour troubles du neurodéveloppement, pour des raisons que vous verrez au fur et à mesure. Euh, L'idée, c'était de partir d'une hypothèse que j'avais proposée il y a 20 ans exactement dans la revue Brain à propos de la dyslexie. Et on va voir que le terme de dyslexie va revenir un peu comme un fil conducteur dans cet exposé, parce que mon idée, c'est de prendre la dyslexie comme modèle de trouble du neurodéveloppement pour diverses raisons qu'on verra au fur et à mesure. Alors donc, je m'intéressais à cette époque-là, comme bien que neurologue et pas du tout pédiatre, à une pathologie pédiatrique, la dyslexie, qui à l'époque était pas du tout considérée comme neurologique. J'étais un des premiers neurologues à m'intéresser au sujet. Je dirais que les pédopsychiatres s'y intéressaient bien avant moi. Et dans cet article, j'avais proposé une extension d'un modèle qui était très à la mode à ce moment-là, qui était celui du trouble du traitement temporel. On va voir de quoi il s'agit. Mais j'avais rencontré aux États-Unis Paul Attalal, qui était une grande vedette à l'époque, qui était une neuropsychologue, qui avait créé une thèse très controversée du reste, et d'autant plus controversée qu'elle avait fait gagner beaucoup d'argent à ses auteurs, puisque quelques années après les articles publiés sur cet outil de rééducation des dyslexiques basé sur la thèse temporelle, l'outil la boîte qui le fabriquait est entrée à la bourse de New York et a fait gagner beaucoup d'argent à ses auteurs, y compris les chercheurs. Et dans le milieu de la recherche, c'est pas très bien vu un chercheur qui gagne beaucoup d'argent. Donc, ça a fait beaucoup de bruit. Cela dit, l'hypothèse de base était intéressante et j'avais rapproché ça d'une constatation que j'avais déjà faite cliniquement et que j'ai refaite sans arrêt depuis, qui est celle que beaucoup de ces enfants qui ont des troubles d'apprentissage, en particulier dyslexie, dyspraxie, ont des grosses difficultés à se repérer dans le temps. Et ce qu'on a appelé depuis lors la dyschronie, comme étant une sorte de manifestation spécifique au sein des troubles 10, mais plutôt transversale parce qu'elle se retrouve dans plusieurs de ces entités qu'on appelle volontiers maintenant les troubles 10. Donc, j'ai repris un petit peu les hypothèses que j'avais avancées à l'époque et tout récemment, donc, j'ai publié un article qui reprend le même titre 20 ans après, pour faire le point de ce qui s'était passé sur cette théorie-là en 20 ans. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer avec, évidemment, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup d'apports des imageries cérébrales en particulier. Et on va voir comment on va progresser dans cette thèse. Alors, au départ, l'hypothèse du trouble du traitement temporel était basée sur l'idée que les enfants qui ont des troubles du langage oral et écrit, développementaux, auraient une difficulté fondamentale de leur cerveau à traiter des informations brèves et en succession rapide. C'était l'hypothèse de Paul Attalal. À partir du moment où c'est bref et c'est en succession rapide, ça met en jeu des processus neurospécifiques qui pourraient être spécifiquement altérés chez certains enfants. Et ça serait la cause de leur problème. Et vous savez que à cette époque-là et depuis lors, ça s'est en partie confirmé. La dyslexie en particulier est considérée comme un problème éminemment linguistique lié à un trouble de la phonologie. Et Paul Attalal avait cédé à l'ambiance de l'époque en rapprochant son hypothèse du trouble du traitement temporel de celle du trouble phonologique qui est à l'origine de la dyslexie, en expliquant ainsi à la fois le trouble du langage oral et le trouble du langage écrit. Okay. Alors l'idée c'était ça, pour faire la différence entre bas et da, tout se passe dans les 40 premières millisecondes, et si le cerveau ne traite pas bien la transition entre la consonne et la voyelle, qui dure quelques millisecondes, s'il n'a pas l'outil, s'il n'est pas outillé pour le faire, à ce moment-là, il va
avoir une mauvaise représentation des phonèmes, et cette mauvaise représentation des phonèmes va, en cascade, entraîner un trouble phonologique, une difficulté à prendre conscience petit à petit au cours de la maturation du cerveau, de prendre conscience de la représentation des phonèmes, et donc déboucher sur le trouble phonologique classiquement responsable de dyslexie. Je ne vais pas aller très en avant là-dessus, si ce n'est pour vous détailler un peu plus ce qui m'avait à l'époque attiré l'attention, c'est-à-dire cliniquement la constatation répétée que ces enfants ont des difficultés à se repérer dans le temps. Alors le temps tel que le présente Paul Attalal, c'est-à-dire les millisecondes, ou le temps ou la cognition temporelle, comme on peut l'appeler maintenant, c'est-à-dire la représentation mentale du temps, hein, et surtout, on va le voir, du temps qui passe. On peut penser que ce sont deux choses très différentes, mais on va voir l'hypothèse que je faisais déjà à l'époque et qui semble se confirmer petit à petit, c'est que finalement, il y a peut-être au centre de tout ça un phénomène, un mécanisme commun qui a trait à la capacité du cerveau à traiter le temps en général. C'était ce que j'avais proposé à 20 ans, sous l'idée de Extended Temporal Hypothesis, l'hypothèse temporelle étendue. Étendue, pourquoi? Parce qu'on partait du temps de la milliseconde jusqu'au temps social, finalement. Alors, on avait travaillé il y a exactement 20 ans, là, vous voyez, en 2000, avec une étudiante qui avait fait plusieurs mémoires de DEA à l'époque, puis son doctorat sur ce sujet-là. Et on avait en particulier étudié largement des questionnaires qui sont encore utilisés assez largement. Et en opposant justement des questionnaires sur le temps proposés aux enfants eux-mêmes, par exemple, Noël, c'est hier c'était, dimanche, lundi, maintenant c'est le matin, l'après-midi, etc. Disons, un questionnaire issu de l'interrogatoire direct de l'enfant, okay, à un questionnaire proposé aux parents, comme il se souvient difficilement des jours, des mois et des années, confond les moments de la journée, etc. Et on s'est aperçu que c'est le deuxième questionnaire, ce dernier-là, qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus fiable que l'interrogatoire direct des enfants. Et en particulier, ce qu'on avait pu voir, il y a quelque chose qui se passe là, je ne sais pas si c'est... Je vais mettre OK. En particulier, ce qu'on avait pu voir, c'est qu'il y avait une corrélation entre le score à ces questionnaires, le questionnaire par an, avec différentes variables comme l'âge de lecture, la conscience phonologique et également un test de reproduction de rythme qu'aiment beaucoup les orthophoniques, qui s'appelle le test de Mira-Stambach, qui est très utilisé par psychomotriciens et orthophoniques, qui consiste à copier, à répéter des successions rythmiques. Hein. Et donc, par exemple ici, on a il y a vraiment une proportionnalité entre la capacité à cette reproduction de rythme et la performance dans ce questionnaire. Donc déjà, on a une indication, on est sur la bonne piste en cherchant un phénomène commun à des constatations aussi différentes que ce problème de cognition sociale est un problème beaucoup plus élémentaire de perception ou de reproduction d'un rythme. Okay. Par la suite, il y a eu pas mal de travaux qui ont confirmé que répéter un rythme, reproduire un rythme, c'est compliqué pour un enfant dyslexique. Ici, on vous montre ce qui se passe quand on fait taper en même temps qu'un métronome, hein, en modifiant, en changeant le tempo du métronome. Vous voyez, il passe de 1,5 à 2 et à 2,5 Hz. Ce qu'on voit en blanc, là, c'est la courbe d'enfants neurotypiques, on va dire, et en noir, celle d'enfants dyslexiques. Et on voit que les dyslexiques ont beaucoup plus de mal que les contrôles à s'ajuster sur le rythme, et en particulier au moment du changement de rythme, et avec des accélérations et des ralentissements excessifs. Une constatation qui a été faite aussi par la suite par l'équipe de Usha Goswami en Angleterre. C'est une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Elle faisait écouter ça à des dyslexiques. On demande de comparer avec ceci. À l'oreille, c'est à peine différent, mais il y a une différence.
Premier, deuxième. Bon, on n'a pas besoin d'être musicien pour entendre qu'il y a une petite différence entre les deux. Avec quelques essais, des enfants de 8 ans qui ont été un peu entraînés font 0 faute à ce test-là. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'ils aient été un peu entraînés, rassurez-vous. Si vous n'arrivez pas, c'est que au bout de quelques essais, vous arriverez. Or, des enfants dyslexiques sont incapables de faire ça. Je vous remets le premier, vous allez voir. Il y a une accentuation sur un rythme de 3. Et dans la deuxième version, le premier est un petit peu plus long. Donc, en fait, les dyslexiques n'entendent pas la différence de durée d'un des trois, du premier des trois. Le premier ou le second Donc, Chagos-Romy a interprété ça comme un problème de métrique et surtout a montré que c'était corrélé aux tests phonologiques et de lecture et que, évidemment, les dyslexiques sont très significativement inférieurs au contrôle dans toutes ces tâches-là. Nous-mêmes, on avait fait, avec Mireille Besson à Marseille, une petite étude en électrophysiologie où on faisait écouter ceci à des enfants. Une succession de la syllabe ba avec plusieurs variantes. Une qui est plus haute, une qui est plus longue ou plus courte, et une qui est plus proche du peu que du be. Je vous refais écouter. Et donc, on avait 3 variables, la fréquence, la durée et la consonne, ce qu'on appelle le VOT, c'est-à-dire la brièveté qui fait qu'on va passer du be au peu. Dans une, c'est voisé, dans l'autre, c'est sourd de sonore. Les orthophonistes connaissent bien ça. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que quand on fait un paradigme de MMN, c'est-à-dire l'enregistrement électrophysiologique du potentiel provoqué par cette différence-là, elle est significativement altérée chez les dyslexiques uniquement pour les 2 dernières, la durée et la consonne, et non pour la fréquence, la hauteur. Or, la durée et la consonne, ce sont 2 constantes qui sont éminemment temporelles, alors que la fréquence n'a pas de caractère temporel. Donc, un argument de plus pour penser que le cerveau, de manière implicite, préconsciente, n'est pas capable de traiter les éléments temporels dans le signal auditif en l'occurrence. On va voir que ça ne se résume pas à l'auditif. Plus récemment, une autre équipe a étudié les dyslexiques sur plusieurs paradigmes de perception implicite de la durée, auditive, visuelle et verbale, et dans tous les cas a montré qu'il y avait très significativement une altération de la perception implicite et que cette altération était proportionnelle à l'intensité du trouble de l'enfant au niveau de la lecture et du processus phonologique. Encore plus récemment, la même équipe a étudié ce même paradigme chez les enfants avec TDAH et a montré qu'eux aussi ont les mêmes difficultés, la même infériorité par rapport à des témoins dans une tâche de perception implicite de la durée. Alors, il y avait plusieurs tâches, pas dans les détails. Une d'entre elles était une tâche de bisection d'une ligne en fonction de c'est long ou c'est court. Est-ce que c'est plus long ou est-ce que c'est plus court? Place-le entre ces 2 extrêmes. Et donc, c'est une sorte de retraçage explicite d'une perception implicite. Alors, en résumé, il existe donc très probablement chez le dyslexique un déficit du traitement temporel. Ce déficit prend racine à un niveau préattentif et probablement infraconscient. Il est proportionnel au degré de déficit de la conscience du temps qui passe, qu'on appelait dyschronie. Il est corrélé à l'intensité du trouble de la lecture et il n'est pas spécifique à la dyslexie, surtout en particulier dans les troubles du développement de coordination et dans le TDAH. Alors, j'ai vu que je suis passé assez vite sur le questionnaire, je voulais juste vous ramener dessus.
Vous voyez, les questions qui sont posées et qui semblent vraiment très euh, euh, sélectives, hein, pour permettre d'affirmer qu'il existe cette difficulté. D'abord, elles sont surtout celles qu'on pose aux parents, beaucoup plus que celles qu'on pose aux enfants. Et il y a par exemple des choses aussi différentes que pour un événement qui est survenu il y a quelques jours, il peut dire il y a très longtemps, il a du mal à comprendre les notions de hier, demain ou après-demain. Si vous avez l'expérience de ces enfants, vous savez que c'est très très fréquent. Le problème, c'est que c'est une question de maturation, c'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans qui sait pas exactement si c'est hier ou demain, ça peut se comprendre. Mais un enfant de 12 ans dyslexique, ça devient vraiment, ça attire l'attention. Et on en voit pas mal qui doutent encore de toutes ces notions jusqu'à l'adolescence et même à l'âge adulte, hein, parmi les enfants qui ont ces troubles développementaux, on va dire neurodéveloppementaux. Il se trompe lorsqu'il doit évaluer la durée d'un film, la durée d'une activité, voire même la durée d'une nuit de sommeil. Vous avez besoin de lui donner des indices pour qu'il se repère dans une semaine, etc. En tout cas, c'est ce type de questionnaire qui, à la longue, a fait ses preuves et qui semble pertinent pour mettre en évidence cette difficulté. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, qui est aussi issu de mon expérience clinique de ces années, hein, c'est celui de la comorbidité. Alors, vous savez que le cadre du DSM-5 sur des troubles du neurodéveloppement inclut diverses entités, dont les troubles spécifiques d'apprentissage, troubles de la lecture, de l'écriture et du calcul, okay, les troubles de la coordination, les troubles du langage oral, le TDAH et l'autisme et la déficience intellectuelle, qui sont un petit peu à part, puisque toutes les autres ont en commun d'avoir toujours une intelligence normale et donc un écart entre des performances dans les apprentissages qui sont déficitaires en dépit d'une intelligence normale. Enfin, c'est plutôt la définition de ce qu'on appelle, nous, les troubles 10 en francophonie, un terme qui n'est pas du tout utilisé chez les anglo-saxons, mais c'est pas, ça englobe à la fois les TSLA, troubles spécifiques du langage et des apprentissages, donc dysphasie, dyslexie, dyscalculie et dysgraphie, mais aussi le TDAH. Dans le trouble 10, on englobe tout ça. Hein. Alors, pour revenir vraiment au DSM-5, on reprend plus classiquement. On a les troubles des apprentissages, dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, les troubles du développement du langage, dysphasie, les troubles du développement des coordinations, dyspraxie, de l'attention, TDAH, et donc je l'ai mis un peu à part, troubles du spectre de l'autisme et déficience intellectuelle. Alors, je vous ai mis ici des pourcentages approximatifs pour vous montrer que si on ajoute tout ça, on arrive à quelque chose comme 30%, ce qui n'est pas du tout l'incidence des troubles du neurodéveloppement. Et ce qui s'explique tout simplement par un phénomène qui est celui de la comorbidité. C'est-à-dire que toutes ces entités ont tendance, plus ou moins, à se recouper, à coexister les unes avec les autres. Et il y en a certaines associations qui sont plus fréquentes que d'autres, comme par exemple dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, TDAH, TDAH, autisme, etc. Vous les connaissez. Simplement, je voulais insister sur cette notion de comorbidité, peut-être en partie parce qu'elle n'apparaît pas du tout dans le DSM-5. Le DSM-5 semble avoir fait un peu abstraction de ce phénomène qui est pourtant fondamental. Et c'est ce que je vais vous mettre sur la diapositive suivante. Ce qu'implique ce constat de comorbidité, c'est que, en premier lieu, le DSM-5, en rupture avec son habituelle impartialité sur les mécanismes et étiologies, vous savez que le DSM-5, habituellement, ne se hasarde pas à proposer une cause ni un mécanisme. Il est vraiment descriptif. Il fait de la classification. Hein. Propose pour la première fois de regrouper plusieurs entités. Alors, je vous rappelle, c'est 2013, hein, le DSM-5, selon un présumé double mécanisme neuro- et développemental. Donc, on dirait que le DSM va plus loin que son habitude en proposant là de regrouper plusieurs entités à propos de leur mécanisme commun. Mais ça s'arrête là. L'hypothèse sur quelle est la nature de ce mécanisme commun, elle n'est pas du tout envisagée. Pour autant, il ne fait pas la moindre allusion à la fréquence d'association entre les catégories,
sauf peut-être entre autisme et TDAH, qui est quand même cité dans les critères. Et il renvoie en cela, cette problématique renvoie à une question posée de manière récurrente concernant la co-occurrence de plusieurs troubles. C'est cette comorbidité pourrait-elle refléter une trajectoire anormale du développement neuronal qui se manifesterait de différentes manières à travers ces différents troubles. Bon, là, je vous ai sorti un article d'un vieux journal de Psychologist, ça remonte à plus de 20 ans, et vous voyez déjà, la question a été posée. Est-ce que les troubles neurodéveloppementaux sont vraiment des conditions discrètes les unes des autres, séparables les unes des autres? Les auteurs disaient déjà, cette comorbidité pourrait-elle refléter une trajectoire anormale du développement neuronal qui se manifesterait de différentes manières? Alors, la question que je vais me poser là, à laquelle je vais essayer de répondre par un peu une petite revue de la littérature en neuroimagerie, c'est celle-ci. On a deux aspects issus de l'observation clinique, la comorbidité et la notion d'un trouble du traitement temporel. Et on va voir, est-ce que cela peut nous aider à comprendre des mécanismes communs à l'ensemble des TMD? Et peut-être que la réponse est à travers, on va le voir, la constatation d'une altération de la connectivité entre différentes zones du cerveau. Alors, donc, la disconnectivité est-elle une piste sérieuse vers l'unicité des TMD? C'est ce que je vais essayer de vous montrer. En prenant pour modèle la dyslexie. Pourquoi? Parce que c'est très fréquent, parce que c'est une des plus explorées, une des plus simples aussi à explorer probablement, en particulier en ce qui concerne le lien entre le symptôme observé, le mécanisme sous-jacent et les structures cérébrales à l'origine de ce mécanisme. C'est probablement là où c'est le mieux connu parce que le plus simple, entre guillemets. C'est-à-dire la lecture étant, parmi les fonctions cognitives, une des plus faciles à aborder. Alors voilà un peu le résumé de ce qui se dit en neuroimagerie sur la dyslexie, et je vais à chaque fois mettre l'accent sur un certain type de neuroimagerie qui est ce qu'on appelle la tractographie, c'est-à-dire, puisque l'hypothèse va être de parler de connectivité, la tractographie, c'est l'étude des connexions de substances blanches, des faisceaux de substances blanches entre les différentes régions du cerveau. Alors pour la dyslexie, il y a eu vraiment une grande convergence de résultats pour montrer des anomalies, un mauvais développement, une atypie en tout cas, de la structure micro- et macroscopique du faisceau arché, qui est un grand faisceau d'association intra-hémisphérique qui unit très schématiquement l'aire de Broca dans la partie antérieure du lobe frontal et les aires postérieures sensorielles, en particulier temporales et occipitales. Alors, ce faisceau arché, il a été retrouvé dans au moins une dizaine d'études de façon complètement indépendante, comme altéré, moins bien structuré chez les enfants et ou les adultes dyslexiques. D'autres faisceaux ont également été analysés, et avec ce faisceau arché, c'est aussi celui qui unit entre eux les différentes zones de l'hémisphère gauche qui sont impliquées dans la lecture. Quand on regarde l'imagerie fonctionnelle de la lecture, finalement, on a ces trois zones, frontale, inférieure, temporopariétale et occipito-temporale, qui sont précisément connectées entre elles par le biais de ce faisceau arché. Un autre faisceau occipito-temporal a également été montré comme altéré, avec l'idée que le faisceau arché serait plutôt impliqué dans les processus phonologiques, et donc son altération serait plutôt corrélée au déficit phonologique chez les dyslexiques, alors que le faisceau occipito-frontal serait corrélé au processus orthographique. L'orthographique, c'est pas seulement écrire avec l'orthographe, hein, c'est la représentation orthographique des mots, qui part de la perception visuelle globale des mots pour arriver à la construction d'une orthographe. Faire un cours sur la lecture, il y a des gens bien plus compétents que moi dans cet hôpital même. Donc, le faisceau arché est une signature cérébrale de la dyslexie, on peut le dire ainsi. Il est également un marqueur génétique de la dyslexie. Il a été montré que ces anomalies dont je vous parle, donc une mauvaise structuration du faisceau arché, préexistent à l'apparition, à l'acquisition de la lecture.
On pourrait se demander si elles ne sont pas simplement la conséquence du peu d'expérience de la lecture qu'ont les enfants dyslexiques. Or, ce n'est pas le cas, puisque déjà à 4 et 5 ans, ceux qui vont devenir dyslexiques ont déjà un faisceau arché qui est différent, qui est moins bien structuré. Donc, vous savez, ils ont fait des études en comparant des groupes de sujets avec risque familial ou sans risque familial. On regarde comment il a fait arché et puis on les suit jusqu'à l'apparition, jusqu'à l'acquisition de la lecture. Et on va voir que ceux qui étaient dans le groupe à risque, avec des cas familiaux de dyslexie, a plus souvent une altération du faisceau que l'autre groupe. Et que dans ce deuxième groupe, dans ce premier groupe, c'est là qu'on va trouver le plus de personnes qui vont avoir des difficultés à l'entrée dans la lecture. Donc là, d'où l'idée que ce soit un marqueur génétique. Et enfin, il a été également montré qu'une partie du faisceau arché prédit les capacités d'acquisition de la lecture ultérieure et également l'amélioration de la lecture après rééducation. C'est-à-dire qu'une meilleure structuration chez les sujets dyslexiques, une relativement meilleure structuration va prédire une meilleure récupération après rééducation. C'est ce qui est montré ici. Hein. Vous voyez une étude de 2018 qui montre que l'instruction intensive, c'est une rééducation intensive, change la circuiterie cérébrale chez les enfants en difficulté de lecture et que ce faisceau arché, ici en gris, qui est le siège de ce changement principal. Il y a une très grosse littérature, je ne vais pas vous abreuver avec ça. Disons qu'une qui m'avait intéressé, c'était parce qu'elle s'éloigne un petit peu de la phonologie, hein, qui montre que certains faisceaux chez des Chinois, des dyslexiques chinois, sont corrélés non seulement au processus phonologique, mais également au processus morphosyntaxique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le langage oral. D'ailleurs, on a des raisons de penser que ce faisceau arché est aussi très impliqué dans le développement du langage oral chez le petit bébé. Ça a été montré sur des études successives depuis les nourrissons en fonction de l'apprentissage de la parole. Parmi les travaux qui ont suivi cette observation, certains se sont penchés sur le questionnement à quoi sert, quel est le rôle de cette altération du faisceau arché dans le trouble que présentent des enfants dyslexiques. L'idée, ça serait que il y a ici un processeur phonologique dans l'aire de Broca, il y a ici la représentation des phonèmes dans le cortex auditif, et le faisceau arché permet au premier d'accéder au second. Et que l'idée, ça serait que le processus phonologique serait intact, les représentations phonémiques seraient intactes également, mais c'est l'accès du processeur à ces représentations phonémiques qui serait altéré. Et donc, le primum movens, finalement, du trouble, ça serait non pas une atteinte des fonctions corticales, en gros, qu'elles soient frontales ou temporales, mais une atteinte de la connexion entre les deux, une disconnectivité entre deux processeurs qui seraient intacts. Donc, un trouble de l'accès d'un processeur phonologique à la représentation du phonème. Ça a été contesté par la suite, mais disons que c'est une idée assez générale de penser qu'une des pistes possibles dans ce trouble-là, et peut-être dans d'autres troubles neurodéveloppementaux, ça serait non pas un processeur qui dysfonctionne, mais un processeur qui ne se connecte pas avec un autre ou avec une représentation sensorielle, par exemple, comme ici. Alors, juste de façon un petit peu anecdotique, mais on va voir que c'est pas si anecdotique que ça, je vous présente ici des travaux, il y en a eu pas mal là-dessus, qui ont montré que ce même faisceau arché, il a beaucoup intéressé les chercheurs en neuroimagerie à propos d'une population particulière qui sont les musiciens professionnels. Pourquoi? Parce qu'on a montré que le faisceau arché est jusqu'à 1,5 fois plus développé chez les musiciens professionnels que dans le reste de la population. Et donc, ça attire l'attention sur les raisons et peut-être les rapprochements entre les deux constatations. On va y revenir. Alors voilà pour la dyslexie, j'ai un peu insisté parce que je pense que voilà, il y a pas mal de données et on peut quand même élaborer pas mal de choses là-dessus. Et on va voir qu'à partir de cette connaissance sur la dyslexie, on peut
se poser des questions de l'ordre de l'analogie avec d'autres types de troubles neurodéveloppementaux, même si dans ces autres, les preuves sont moins flagrantes que pour la dyslexie. Alors, pour la dyscalculie, par exemple, il a été montré qu'il y avait, bien que les données sont beaucoup moins nombreuses, vous savez que la dyscalculie fait aussi partie des troubles spécifiques d'apprentissage. Ça suggère, des études suggèrent également un défaut de connectivité entre des régions cérébrales spécialisées dans diverses représentations du nombre. Donc ça, c'était les premières études qui remontent à 2009, je pense, qui montrent déjà que en DTI, les fibres qui unissent les régions bipariétales aux régions temporales seraient moins bien structurées. On a même proposé, certains ont proposé que la dyscalculie serait un syndrome de déconnexion, avec en particulier une déconnexion non seulement entre les zones pariétales et les zones du langage, qui empêcherait les représentations verbales des nombres à accéder à une représentation analogique abstraite des nombres, ce qu'on appelle la magnitude, c'est une des hypothèses sur la dyscalculie à l'heure actuelle, mais également entre les régions pariétales, les mêmes régions pariétales qui contiennent la représentation abstraite, vers le cortex frontal qui va permettre leur traitement en termes de problèmes. Voilà quelques études que je vous laisserai le diaporama si vous êtes intéressé par la bibliographie. Il y a plusieurs études assez récentes, 2018, qui vont dans le sens d'un trouble de la connectivité, mais aussi, pour certains, d'une hyperconnectivité dans certains faisceaux qui pourrait être interprétée comme une hyperconnectivité compensatoire par rapport à l'hypoconnectivité dans d'autres circuits. Alors bon, on n'a pas tout à fait la preuve de ça, mais l'idée, c'est que quand on a hyperconnectivité, c'est peut-être le signe d'une compensation, quelle qu'elle soit. Dans la dysgraphie, il y a aussi des études qui ont montré qu'il pourrait y avoir un trouble de la connectivité entre des systèmes cérébraux verbaux et graphémiques, parce que finalement, les enfants qui ont des troubles du graphisme, qu'on appelle dysgraphie, c'est pas un trouble moteur aussi simple qu'une dyspraxie gestuelle, on va dire. Il y a également un défaut de transfert de l'information verbale vers le geste moteur de l'écriture. Et finalement, au niveau cérébral, ça se concrétise par des liens entre les systèmes verbaux et les systèmes moteurs. Et effectivement, ces liens ont été prouvés dans certains cas comme altérés chez les dysgraphies. Bon, je vais ici, voilà. Les différentes preuves, elles sont pas très nombreuses à vrai dire, mais elles ont l'avantage d'exister. Dans la dyspraxie, l'hypothèse d'un trouble de la connectivité est beaucoup moins bien documentée, sauf peut-être dans des travaux tout récents que j'ai trouvé récemment, en particulier qui montre qu'il y aurait de façon assez globale un défaut de structuration de faisceaux de substances blanches dans ce qu'on appelle le faisceau longitudinal supérieur, qui unit vraiment les régions supérieures, pariétales et frontales, des deux côtés, mais aussi dans les faisceaux verticaux, corticospinal, donc le faisceau pyramidal en quelque sorte, ce qui n'est pas très étonnant quand on sait que la dyspraxie, finalement, c'est aussi un trouble moteur. Mais il y a eu des débats tout récemment dans la littérature en imagerie qui remettent en cause ça, parce que la méthode de DTI serait pas assez fine pour détecter les croisements entre des fibres qui vont dans un sens et d'autres qui sont dans l'autre sens, et que ça créerait des fausses interprétations des images qu'on obtient. Donc, des contestations très méthodologiques à l'heure actuelle sur ça. Quoi qu'il en soit, dans la dyspraxie, ce qui a été trouvé, quand ça a été trouvé, c'est sur le faisceau corticospinal, dans la capsule externe, et le faisceau longitudinal supérieur, qui donc unit les régions pariétales et frontales. Donc ces données sont insuffisantes ici. Une méthode qui serait plus fine, qu'on appelle des convolutions sphériques, permettrait de mettre plus l'accent sur le défaut de connexion antéro-postérieure que le défaut de connexion verticale. C'est la dernière chose que j'ai lue sur le sujet.
Passons au TDAH maintenant. Vous savez que là, il y a une énorme littérature en imagerie sur le TDAH. Évidemment, je ne vais pas la détailler ici, si ce n'est pour me focaliser encore sur la partie de cette littérature qui a traité de cette connectivité, donc de ces fibres et faisceaux de substances blanches. Et il y a des choses assez cohérentes, en particulier le fait que des méta-analyses qui sont disponibles, il y en a plusieurs, convergent sur une disconnectivité dans les fibres interhémisphériques et les fibres frontostriatales. Voilà une comparaison des sous-types mixtes et inattentifs de TDAH. On a pu montrer que le pattern de connectivité, d'altération de la connectivité, n'était pas le même dans les sous-types mixtes et inattentifs. Et en particulier, les connexions corticostriatales varient dans leur altération selon la prédominance de l'agitation, de l'impulsivité ou de l'inattention, qui sont, vous savez, les 3 symptômes du TDAH. L'impulsivité, quant à elle, serait plutôt associée à des atypies de connectivité entre les régions limbiques, et le faisceau singulaire et le faisceau hippocampique. C'est ce qui a été trouvé dans une de ces études. Bon. Les évidences n'emportent pas la conviction, à vrai dire, mais elles ont le mérite d'exister et viennent compléter finalement tout ce que je vous ai dit jusqu'alors. Pour terminer, sur l'autisme, là, c'est pas du tout ma spécialité, j'aborde vraiment avec difficulté toute la littérature complexe sur l'imagerie cérébrale de l'autisme. Je vous livre simplement ce que j'ai pu en voir de plus synthétique à m'apporter, je dirais. C'est qu'il y aurait un aspect, un tableau de disconnectivité entre les systèmes perceptifs, limbiques et de mentalisation. C'est ce qui est proposé par cette revue de 2015 et j'en ai vu d'autres plus récentes qui semblent aller dans le même sens. Qui peuvent possiblement être à la base des symptômes, des principaux symptômes de sa condition. Et j'ai également trouvé des articles qui vont dans le sens inverse, pas vraiment dans le sens inverse, mais qui montrent, comme on l'a dit précédemment, des hypertrophies de certains systèmes au niveau de la connectivité de la substance blanche chez les autistes, qui pourraient être interprétés comme une forme d'hypertrophie compensatoire de certains symptômes caractéristiques. Alors donc, pour résumer, je ferai volontiers l'hypothèse qu'il existe une sorte de continuité du plus simple, entre guillemets, simple de la dyslexie, jusqu'au plus complexe, l'autisme, suggérant de considérer les troubles spécifiques d'apprentissage et au premier chef la dyslexie comme un modèle éthiopathogénique de TND. Certes, ce caractère paradigmatique de la dyslexie s'applique de manière plus hasardeuse au fur et à mesure qu'on va vers une complexité croissante, mais l'hypothèse de la continuité éthiopathogénique paraît a priori défendable en tout cas, et mérite d'être explorée plus approfondie. Alors en première conclusion, je dirais que l'altération de la connectivité sous-tendue par les grands faisceaux de substances blanches intracérébraux est sans doute le marqueur morphologique le plus robuste, morphologique, hein, je ne dis pas d'imagerie au sens large, parce qu'il y a des marqueurs fonctionnels qui sont plus complexes. Le marqueur morphologique le plus robuste et le plus fiable de symptômes individuels de TND. Qu'il y ait ou non un lien causal entre ces caractéristiques anatomiques et les symptômes observés, ça peut se discuter. On pourrait tout à fait penser que l'un est la cause de l'autre. Sauf que pour la dyslexie, je vous ai dit, on a la preuve inverse. À savoir qu'on sait qu'il y a de très fortes chances que l'anomalie de connectivité préexiste à l'anomalie fonctionnelle elle-même, puisque la lecture ne survient qu'après la constatation de l'anomalie cérébrale. En revanche, ce constat n'est pas suffisant si on veut qu'il puisse déboucher sur de véritables applications thérapeutiques. Bon, on peut se contenter de dire on reconstruit les connexions, quel que soit le lien, ça ne peut pas faire du mal. Si ce n'est pas la cause,
c'est pas grave, ça pourra toujours entraîner une amélioration, même si c'est seulement la conséquence. On peut imaginer ça. Hein. En termes de rééducation, c'est tout à fait plausible. Mais si on veut vraiment être logique et déboucher sur des applications thérapeutiques valides, il est nécessaire d'en comprendre le sens du point de vue neurophysiologique. C'est ce que je vais essayer de faire dans la dernière partie de mon exposé. C'est donc l'idée de retour à l'hypothèse du trouble du traitement temporel. Je reprends mon schéma de tout à l'heure et me poser la question de quel lien peut exister entre le trouble du déficit du traitement temporel, s'il est vraiment basique et fondamental en tant que caractéristique transversale dans beaucoup de TMD, et l'altération de la connectivité telle que la revue de la littérature que je viens de vous présenter semble le suggérer. Alors pour ça, j'aime bien vous présenter cette petite vidéo que certains ont déjà peut-être vue. Vous voyez, ce sont des métronomes qui sont tous au même tempo, mais qu'on fait partir pas tous ensemble. Ils sont sur une petite barrette de bois qui va être posée sur les canettes de Coca-Cola que vous voyez devant. Vous allez voir ce qui va se passer. Les métronomes qui sont initialement asynchrones synchronisent rapidement c'est une loi psychophysique, si vous voulez, par transmission de l'énergie oscillatoire. Cette capacité de transmettre l'énergie oscillatoire va permettre la resynchronisation. Et l'idée, c'est qu'au niveau neuronal, ça se passerait de cette manière-là, puisque c'est une loi physique qui peut s'appliquer aussi à la biophysique des neurones, okay, très, très schématiquement et hypothétiquement. C'est une loi qui s'applique également aux interactions sociales. Oui. Quand on est en interaction motrice avec quelqu'un, on se synchronise sans s'en rendre compte, ensemble, avec eux. Peut-être qu'on synchronise certaines parties de notre cerveau d'une personne à l'autre. Il y a eu des hypothèses là-dessus. Alors, pour revenir aux oscillations cérébrales, bon, il y a eu des hypothèses fortes sur le lien entre les oscillations neuronales et les rythmes de la parole. En particulier, on pense que dans notre cerveau, dans les aires du langage, lorsqu'on apprend à parler et puis lorsqu'on pratique la parole, qu'on la produise ou qu'on la perçoive, c'est toute une question de mise en ajustement des rythmes oscillatoires du cortex avec les différents rythmes de la parole, depuis les plus rapides, les rythmes θ, les rythmes gamma, qui représenteraient les phonèmes, jusqu'aux plus lents, les rythmes delta, qui représenteraient la prosodie. Et entre les deux, les θ représenteraient le rythme syllabique de la parole. Il semble également qu'il y a un phénomène qu'on appelle d'emboîtement ou de nesting en anglais. L'écran. Pourquoi il n'y a plus sur l'écran? Non, parce qu'en fait, l'écran, comme il n'est pas partagé, comme il est sur votre ordi. Ah, d'accord. Je vais essayer de faire, donc, l'idée, c'est que, vous voyez, il y a le θ, donc les syllabes qui sont emboîtées dans le delta et qui emboîtent le gamma. Et donc, les oscillations θ et delta vont faciliter l'encodage phonémique reflété dans l'activité gamma. C'est ce que disent les chercheurs qui sont spécialistes de ce domaine-là. Alors, dans la dyslexie, il y a eu des travaux qui ont mesuré ces oscillations corticales et qui ont montré, semble-t-il, que le primum mover serait la difficulté pour les dyslexiques de synchroniser les oscillations des régions hémisphériques droites, en premier, avec les fréquences auditives lentes, θ et delta, ce qui générerait secondairement, c'est la flèche qui est montrée ici, un défaut de traitement des fréquences rapides de la parole dans les aires du langage de l'hémisphère gauche, donc à un niveau phonémique. Donc, vous voyez, paradoxalement, par rapport à ce qu'on pourrait penser, effectivement, ce serait plutôt des anomalies initialement dans l'hémisphère droit, de traitement des aspects les plus lents de la parole, qui se transmettraient ensuite, probablement par la voie du corps calleux, vers des processeurs qui
traiterait de façon plus fine les phonèmes eux-mêmes dans l'hémisphère gauche. Alors, mais le phénomène ne se bornerait pas à la modalité auditive. Il y a une hypothèse similaire qui a été avancée pour la modalité visuelle en lecture, selon laquelle un défaut de synchronisation entre le rythme des mouvements saccadiques des yeux durant la lecture et les oscillations de basse fréquence θ et delta serait à l'origine d'un défaut de segmentation, de ce qu'on appelle en anglais parsing, de matériel visuel durant la lecture. Selon ces auteurs, il s'agirait par conséquent d'un déficit général qui serait plus seulement auditif, mais qui par le fait même qu'il est à la fois auditif et visuel, peut être considéré comme général. C'est un peu l'idée, dès que on a une majorité d'évidence dans un seul domaine de la perception auditive, il suffit d'en avoir un dans un autre domaine pour faire l'hypothèse que c'est un problème général. C'est peut-être aller vite en besogne, mais c'est ce que disent les auteurs ici. Vous voyez, un déficit général qui affecte plusieurs aires du cerveau et ainsi sous-tendrait un grand nombre de comorbidités dans la dyslexie, entre autres. Alors, on va donc se dessiner une ébauche de liens potentiellement explicatifs entre connectivité et troubles du traitement temporel à travers cette notion générale de défaut d'ajustement synchrone des oscillations, d'une part entre différents rythmes cérébraux et la parole ou la lecture, et d'autre part entre différentes régions du cerveau elles-mêmes. C'est vraiment une question d'ajustement synchrone entre les différents. On va voir, ça peut aller encore plus loin que ça. Alors ici, je vous montre une illustration un petit peu différente, qui est un travail intéressant de l'équipe de Nathalie Bedouin à Lyon, avec entre autres Barbara Tillman, qui ont étudié des enfants dyslexiques et dysphasiques selon un protocole très astucieux qui consistait à les mettre dans une tâche de conscience morphosyntaxique, ou plutôt on va dire, de jugement syntaxique. On donne deux phrases, une qui est correcte, l'autre pas correcte, on dit est-ce qu'elle est correcte ou pas. L'enfant mangeront des pommes, ou la petite fille, je n'ai pas d'exemple qui me viennent là, mais vous imaginez ce que c'est, des divers exemples de construction syntaxique correcte ou pas correcte. Et juste avant de présenter l'épreuve, on leur présentait un petit extrait de rythme auditif, soit régulier, comme ça. Donc c'était 20 secondes avant, soit irrégulier. Et après, on va comparer la performance à la tâche syntaxique lorsque l'amorçage a été régulier ou lorsqu'il a été irrégulier. Et on voit que la performance est très significativement moins bonne pour un amorçage irrégulier qu'un amorçage régulier. Et ça, c'est vraiment très intriguant parce que ça laisse penser que le seul fait d'avoir fait entendre un petit extrait de 20 secondes de quelque chose qui est rythmiquement régulier ou irrégulier va déterminer l'organisation des circuits pour leur capacité à entrer dans la tâche syntaxique. C'est en ça que ça s'appelle de l'amorçage. C'est-à-dire, on peut imaginer un circuit qui se prépare en quelque sorte à mieux traiter l'information qui va lui arriver du point de vue linguistique. La même équipe a montré que sur le plan électrophysiologique, il y avait un substrat, cette différence entre les dyslexiques et les contrôles. Et donc, à leur capacité à être sous la forme d'une P600, je ne vais pas trop vous détailler ça, disons qu'il y a un substrat électrophysiologique dans la tâche de jugement syntaxique ici chez les adultes dyslexiques. Alors, on retrouve ainsi dans la littérature de nombreuses études qui se sont penchées sur ce lien entre déficit temporel et dyslexie, et aussi avec d'autres troubles d'apprentissage, souvent avec une perspective thérapeutique. Et je voulais vous citer ici un des articles les plus méthodologiquement valides dans cette littérature,
qui a fait un entraînement, c'est une équipe italienne, qui a entraîné avec des instruments à percussion et des mouvements corporels rythmiques une cinquantaine d'enfants, en comparant très scrupuleusement deux groupes, un dyslexique et un non dyslexique, et un groupe qui a fait de cet entraînement-là, et un groupe qui a fait un temps similaire, avec la même intensité, mais avec des arts plastiques, donc sans aucun entraînement rythmique. Et le résultat est très significatif en montrant une amélioration des constantes phonologiques dans le groupe qui a fait un entraînement musical et pas celui qui a fait l'entraînement d'art plastique, avec en particulier un très fort lien entre l'amélioration des capacités rythmiques à la suite de cet entraînement et l'amélioration de la lecture et de la phonologie chez les enfants dyslexiques. Et avec une différence qui est présente dans le groupe musique et pas dans le groupe art plastique. Alors, on a donc deux voies assez prometteuses, là, distinctes mais convergentes, qui pourraient reposer sur un objectif commun de faciliter la synchronisation de l'activité oscillatoire de réseaux neuronaux. Une voie qui est la thérapie musicale, on va dire, et on va voir que ça a été appliqué aussi à l'autisme avec succès, je vous le montre juste après, mais aussi une tendance de plus en plus vive dans la littérature, vivace, d'utiliser la danse rythmique comme un outil de synchronisation cérébrale. Vous voyez, l'idée, c'est que les différentes zones du cerveau peuvent se synchroniser de cette manière-là, mais aussi, on a plusieurs cerveaux, deux ou plusieurs cerveaux, qui peuvent synchroniser leurs oscillations par le fait d'avoir une activité groupale, soit musicale, soit de danse. Peut-être probablement plus la danse de groupe que la musique de groupe. Alors voici l'article dont je vous parle à l'instant. C'est une étude réalisée à Montréal chez les enfants de 6 à 12 ans avec diagnostic de troubles autistiques qui ont reçu 8 à 12 semaines de sessions de 45 minutes d'interaction active, soit à contenu musical, soit sans contenu musical. Alors la particularité de ce travail, qui est vraiment méthodologiquement très robuste, c'est que c'est une seule et même expérimentatrice qui a fait en tête-à-tête chacune des sessions de rééducation, soit avec la musique, soit avec l'activité non musicale, de façon à ce que tout ce qui est implicite dans la relation, dans cette thérapeutique, dans l'effet thérapeutique de la relation, soit identique, soit comparable entre les deux conditions, musicale et non musicale. Et il y a eu deux mesures, une mesure de l'amélioration des capacités de communication et une mesure en IRM de la connectivité entre les zones sensorielles et limbiques du cerveau. Et dans les deux cas, il y a une amélioration significative dans le groupe qui a reçu une activité musicale par rapport à ceux qui n'ont pas reçu, qui ont reçu une activité similaire mais sans la musique. Et ce qu'on vous montre ici avec une augmentation, une amélioration des constantes cliniques de communication, capacité de communication, mais aussi de connectivité entre les régions sensorielles, visuelles, auditives et limbiques. Alors, dans notre groupe à Marseille, on a essayé, pas sur les autistes, mais sur des enfants avec divers types de troubles neurodéveloppementaux, centrés sur des dyslexies complexes, des multidys, on les appelle volontiers, vous savez, multidys. Souvent, ils sont en dyslexie, TDAH, troubles de l'attention et dyspraxiques. En gros, ils ont, en général, c'est dans le CESAD spécialisé qu'on a à Réseau 10 à Marseille, qui reçoit des cas toujours d'un certain niveau de complexité, mais avec intelligence normale et pas de diagnostic d'autisme. Alors, en gros, c'est ce qui les différent, ce qui les caractérise. Encore que l'on peut trouver des traits autistiques chez certains d'entre eux, si on les cherche de façon spécifique. Et on a développé une méthode qui s'appelle Mélodis, qui est basée à la fois sur l'activité rythmique
mais également sur un principe de multimodalité. Je vais vous montrer dans un instant pourquoi. Donc voilà, on a commencé à avoir quelques résultats qui sont assez promoteurs en termes essentiellement cliniques d'amélioration de, de la lecture, de l'écriture, de l'attention auditive, de la mémoire de travail également. Alors, l'idée, c'est de se baser justement sur cette notion de disconnectivité, en faisant l'hypothèse que la musique aurait un effet particulier sur l'amélioration de la connectivité par le fait qu'elle est fondamentalement, foncièrement multimodale. C'est-à-dire qu'apprendre la musique, c'est apprendre à la fois un geste spécifique, associer ce geste à un son spécifique, prédire le son que va donner le geste qu'on est en train de faire, et également, lorsqu'on rajoute la lecture musicale, mettre associé à un stimulus visuel spécifiquement en rapport avec à la fois le geste et le son, pour être schématique. Donc, l'idée, c'est de faire des exercices musicaux, de construire des exercices musicaux qui contiennent systématiquement toutes ces composantes en termes d'association entre le visuel et l'auditif et le moteur et le visuel, etc., etc. D'où la multimodalité, en faisant une hypothèse peut-être simpliste qu'en entraînant de façon intensive ces circuits, on va pouvoir améliorer, et ça a été prouvé dans d'autres circonstances, améliorer la structuration même des faisceaux qui sont mal structurés chez les enfants qui souffrent de ces troubles. Alors voilà, je vous montre une équipe américaine qui a mesuré l'amélioration après quelques semaines de la structuration du faisceau arqué à la suite d'un entraînement spécifique où il y avait une composante motrice avec les doigts, une composante auditive avec des sons, une succession de sons, et une composante visuelle où on voyait diffuser sur un écran en vertical des boules qui correspondaient à chacun des sons, le son étant produit lorsque la boule croise la ligne horizontale. Donc, on a une preuve là que cette multimodalité est un élément peut-être crucial à l'efficacité en termes de restructuration de la connectivité. Bon, alors on a aussi, on travaille actuellement dans un autre contexte tout à fait différent, celui de la prévention en milieu scolaire défavorisé, en utilisant ces mêmes principes, mais de façon globale dans les classes. Un peu comme le projet Harmonie où c'est à Paris, il y a des projets similaires qui se font, mais ici, le projet Harmonie qui a lieu à Los Angeles était intéressant parce qu'il a été couplé avec une recherche faite par une équipe sur place, là, c'est celle de Nina Kraus, qui nous montre que des enfants qui sont inclus dans un programme musical de 2 ans, pendant la première année, ils assistent passivement, et dans la deuxième année, ils sont donc sur une liste d'attente avant de commencer, et ils assistent à tout, et dans la deuxième année, ils participent de façon active, y compris avec des instruments. Alors, ils ont des cours d'instruments tête-à-tête avec le professeur, et tout d'emblée, des séances de groupe, d'orchestre, assez limitées dans ses ambitions, mais c'était de l'orchestre assez rapidement. Et ce qu'on nous montre, c'est que par rapport à la première année qui est passive, où il y a une diminution des capacités entre le début de la première année et le début de la deuxième année, ce qui est normal parce qu'il s'agit d'enfants qui sont dans des milieux très défavorisés du point de vue socio-économique, et qu'on sait que l'effet de milieu socio-économique défavorisé va être physiologiquement délétère sur le développement des fonctions cognitives. Ici, ce qu'on nous montre, c'est que le fait de les avoir inclus à partir de la deuxième année, à la fin de la deuxième année, va contrer cet effet délétère et faire que la détérioration va cesser de se manifester. Et avec même une amélioration de certaines constantes qui peuvent être mesurées. Donc l'idée, on est ici dans une sorte de médecine préventive, mais préventive
de l'effet délétère d'un environnement socio-économique défavorable sur le développement des fonctions cognitives en utilisant un peu les mêmes principes. Donc, nous, on a mis au point des choses similaires on est en train de faire à grande échelle dans les écoles de l'Académie d'Aix-Marseille. Et on commence à pouvoir en observer les bénéfices et en traiter les premiers résultats. Donc, en conclusion, je dirais qu'il existe à présent des arguments solides pour affirmer que la pratique de la musique, au-delà de l'effet anecdotique sur l'intelligence, le raisonnement ou l'apprentissage de la lecture, qui est connu par ailleurs, hein, que tout le monde dit, bon, il y a les enfants qui ont fait de la musique sont meilleurs à l'école, quoi. En gros, mais ça veut tout dire et rien dire, parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent ajouter, possède un effet réel sculptant sur les connexions intracérébrales, précisément déficientes ou mal organisées chez beaucoup d'enfants souffrant de troubles spécifiques d'apprentissage, voire même d'autres troubles du neurodéveloppement. La condition principale de cette efficacité serait le caractère intensif, répétitif et surtout intermodalitaire, visio-auditivo-sensorimoteur de l'entraînement, la composante rythmique de l'entraînement ayant toute chance d'être un élément crucial de l'efficacité. La modalité optimale semble être l'entraînement en petits groupes d'enfants de même niveau en associant une partie rééducative et une partie pédagogique d'apprentissage de l'instrument. Parallèlement à l'effet thérapeutique, les mêmes techniques peuvent être utilisées à titre préventif dans les populations dites à risque ou socialement vulnérables, avec un impact à grande échelle dont on commence à peine à percevoir l'ampleur potentielle. Voilà, j'ai terminé ce que j'avais de principal à vous dire, et puis si vous avez des questions, ça sera très volontiers que j'essaierai d'y répondre.